Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Entretiens philosophiques qui est une nouvelle émission que je propose qui est basée sur un échange autour d'un thème philosophique. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé qu'il s'agirait de la notion de travail, plus spécifiquement de la notion de sens dans le travail. Donc ça, c'était, un projet que j'avais, à cœur de développer avec différents intervenants. Ce premier épisode-là va porter sur la notion de sens dans le travail et j'ai reçu pour l'occasion Anthony, qui est un ami à moi qui travaille, justement dans le domaine du mécénat et de la finance. Alors bon, on pourrait se dire qu'a priori, c'est très éloigné de la philosophie, mais vous verrez qu'en fait, c'est transversal et qu'il y a des ponts qui sont faits avec les grands auteurs que je traite sur la chaîne. Donc ça reste quand même un entretien avec une teneur philosophique, même si évidemment, ça n'a pas la prétention, que peuvent avoir mes enregistrements en la matière. C'est une manière de, faire de la philosophie autrement et aussi de montrer, un aspect, pratique concret dans les analyses qu'ont pu faire les philosophes jusque-là. Voilà. Bon, malheureusement, alors, vous l'aurez remarqué, le cadre a changé, hein. Là, en ce moment, je suis, en train de me reposer un peu, chez ma mère, hein, dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc, il y a un cadre un peu plus bucolique et il se trouve que la connexion est de moins bonne qualité que d'habitude. Donc il est possible que, je sois parfois moins net, mais, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et je pense que le résultat, reste présentable donc voilà, je vais vous laisser, découvrir ce premier épisode, je vous remercie par avance, pour votre visionnage, pour votre bienveillance et je vous dis à très bientôt pour, de nouvelles aventures et de nouveaux enregistrements, audio. À bientôt! Comme Aristote l'avait montré, dans les politiques, le travail, c'est un moyen de, on va dire, développer, l'économie. Bah, parce qu'Aristote, ça a été un des tout premiers penseurs à développer une théorie, d'économie et justement, il considère que c'est nécessaire pour mettre de l'argent de côté, pour, se mettre à l'abri du besoin, soi et sa famille. C'est-à-dire qu'Aristote dirait qu'effectivement l'argent, s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même parce que sans argent, à un moment donné, être heureux, c'est peut-être un peu difficile. Sauf si on est un philosophe cynique qui prône, le fait de vivre, dans la rue, à la dure. Mais, voilà, c'est la seule une des rares exceptions. Ça se défend, hein. Moi, je trouve que Diogène est Ça très c'est intéressant à ce niveau-là. c'est compliqué, Toi, c'est ça te parle compliqué. pas? Ça ça me parle pas. J'en suis sûr. Ça m'étonne pas. Mais du coup, du Non, coup, en ce tout que cas, toi voilà, c'est pas une fin en soi parce que comme tu l'avais dit, la fin en soi, c'est le bonheur. C'est ce vers quoi toutes nos actions tendent et donc effectivement, c'est pour ça, je pense que, c'est difficile de concilier, le travail et la passion. Il faut trouver quelque chose qui est en phase avec nos valeurs, comme tu l'as dit. Quelque chose qui nous parle, quelque chose qui est en phase avec qui on est en tant qu'individu. Oui, donc pardon, vas-y. si le travail en tant que tel, hem, si le travail en tant que tel n'est pas une, comment dire? Une valeur, forte, reconnue, par la plupart des philosophes, heu, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entendrait comme, par valeur en philosophie? Savoir si ça se rejoint avec ce que nous on entend dans la vie quotidienne. C'est très intéressant. Alors, en fait, bon, faut savoir que la théorie des valeurs, ça renvoie à un domaine qu'on appelle l'axiologie. Un des philosophes qui en a, beaucoup parlé justement, bah, c'était Nietzsche. Mais, Nietzsche, il se trouve que justement, il critique complètement l'idée de concevoir le travail comme une valeur. Il pense que c'est même un moyen pour l'État de rendre les individus dociles parce que pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils sont attelés à leurs petites tâches, ils sont sous contrôle, ils vont pas être hors la loi, mais même ils vont pas non plus s'épanouir en tant qu'individus et aspirer à devenir eux-mêmes. Et d'ailleurs, Nietzsche critiquait cette tendance que l'État pouvait avoir justement à utiliser le travail comme un outil de contrôle social. Mais il en parle notamment dans son ouvrage Aurore, dans Le crépuscule des idoles, bon voilà, dans ces ouvrages-là. Et justement,
Il y a une théorie qui se rapproche de ça quand même, c'est Hegel, mais qui est controversée parce que les nazis ont repris en fait son idée. Le travail rend libre, hein, ça vient de lui, et ils l'ont mis sur le fronton du camp d'Auschwitz. Sauf que Hegel considérait que si le travail avait une valeur en tant que telle, c'était parce qu'il était émancipateur. C'est-à-dire qu'on en revient presque à l'idée de dignité. Le travail nous permet de nous libérer en nous donnant la satisfaction, la fierté d'avoir créé quelque chose qui est nous, qui vient de nous à l'origine. Hein, le produit du travail, le prolongement de l'individu. Et en même temps, je développe des compétences et ces compétences-là, eh ben, on va avoir besoin de moi après pour que je puisse les mettre à la disposition de quelqu'un. Hein, donc ça c'était ce que disait Hegel. Là, je vulgarise un maximum. J'ai déjà fait un enregistrement ardu dessus, donc je reste à un niveau vraiment accessible. Et la question, c'est ça, c'est vraiment de se demander est-ce que c'est complètement dépassé aujourd'hui? Je dirais que par rapport aux valeurs, il y a deux choses. Il y a déjà l'aspect moral, c'est-à-dire que la valeur, c'est le résultat d'une évaluation personnelle. Si je dis par exemple ce travail n'est pas en phase avec mes valeurs, là je porte un jugement moral sur le travail. Et imagine un, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans la banque, un assureur. Bon bah voilà, quelqu'un qui Exemple. est voilà, voit d'un très mauvais œil la finance, il pourrait dire ah mais moi je pourrais pas travailler dans les assurances ou dans la banque. C'est moi je suis philosophe, je suis détaché des contingences matérielles de ce monde. Ce n'est pas mes valeurs, tu vois. Bon, voilà, c'est un jugement moral. Et en même temps, je pense que ce jugement moral a un rapport avec le caractère de l'individu. J'ai envie de dire presque avec, alors bon, pour invoquer des facteurs sociaux, l'éducation, le milieu social, etc. Il y a peut-être aussi la composition même organique de la personne. C'est-à-dire, on a une sensibilité qui nous caractérise et qui fait que bah voilà, on va plutôt se diriger vers telle filière, vers telle autre. Et parfois, dans certains travaux, il y a peut-être, c'est une hypothèse que je fais, hein, mais il y a peut-être des choses qu'on nous oblige à faire, embobiner un peu les gens. Je dis pas que c'est ce que tu fais, attention, hein, mais il y a peut-être des boulots qui ont cette réputation-là, et du coup, après, c'est dur de défaire les clichés, et il peut y avoir justement la notion de valeur qui a une dimension morale qui revient sur le tapis, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Donc je pense que je dirais que ça a mi-chemin entre la personnalité de l'individu et aussi la réputation qu'a le travail en question dans la société, et aussi toutes les images, les stéréotypes qu'on a derrière, et aussi ce qu'on est amené à faire une fois qu'on y est. Je ne pense pas que les politiciens soient des modèles de vertu, par exemple. Et je ne pense pas que ce soit juste un cliché. C'est Hein, peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de choses d'actualité qui ne m'amènent pas à affirmer que c'est autre chose qu'un stéréotype abusif. Donc voilà, c'est pour te répondre, je dirais ça pour l'instant. Alors, je pense qu'on va pas se poser la question de savoir si nos gouvernants passés, actuels et futurs ont un problème de perte de sens au travail. Je pense qu'on pourrait y passer des heures à réfléchir sur la question sans trouver la réponse. Mais je vais plutôt revenir sur ton cas personnel qui m'intéresse parce que euh, tu disais tu disais tout à l'heure que faire des vidéos sur YouTube, parler philosophie, expliquer la pensée des auteurs sur les réseaux sociaux, c'était pas vraiment un travail pour toi. Quand on parle des valeurs, on dit voilà, c'est tout ce qui nous drive dans notre personnalité et qui ne va pas à l'encontre du coup de notre jugement moral. Toi, je sais que on en a parlé quelques fois et tu l'as dit d'ailleurs en début de vidéo sur d'autres vidéos, sur une autre vidéo que tu as pu faire, qui a pu susciter une ou deux fois quelques polémiques. Euh, J'aimerais savoir Pas tant que ça, hein. Ouais. oui, léger, effectivement, je pense que je pense Je ne que suis pas polémiste, moi. c'est c'est très minoritaire et que ça ne fait pas et de très loin le gros de tes réussites ou de ton travail. Mais je voulais
poser la question de savoir quel sens, toi, tu trouves justement dans ce que tu fais, dans le fait de faire des vidéos sur YouTube, de parler philosophie, d'expliquer ça aux gens. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te fait faire ça? Mmh. Alors, avant de te répondre plus précisément, je pense aussi qu'il faudrait qu'on revienne sur la notion de sens, parce que on a parlé de valeur, mais bon, c'est vrai que la notion de sens et la notion de valeur sont assez proches finalement, mais c'est vrai que c'est presque paradoxal, je m'en rends compte, de parler de sens lié au travail, parce que le sens, normalement, c'est ce qui a un rapport avec la raison et c'est presque, c'est quand c'est logique, en fait. Oui, je fais ça, c'est logique. C'est, tu vois, il n'y a pas de contradiction. En fait, je pense que la notion de sens par rapport au travail, et du coup, je vais te répondre en même temps, elle a un rapport avec l'absence de contradiction. C'est par opposition à l'absurde. L'absurde, c'est l'absence de sens. Si par exemple je fais un travail juste pour survivre, comme donc dans ce cas-là, Aristote considérait que on est plus proche de la vie animale, je vis pour survivre, puisque le travail occupe une majeure partie de ma vie. Bah dans ce cas-là, on peut considérer que il n'y a pas de sens parce que il n'y a pas de prolongement entre ce que je fais et finalement qui je suis, ce que j'accomplis, qui je suis et donc bah, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais sur YouTube et pourquoi est-ce que je suis devenu professeur de philosophie aussi? Parce que, bon, j'aurais pu aussi faire des études de droit, je sais pas, devenir avocat ou que sais-je encore. Bah, parce que pour une raison, en fait, qui est, assez, simple, c'est que, bah, on se connaît depuis longtemps, donc tu es bien placé pour le savoir, mais, voilà, j'étais, on va dire, beaucoup plus porté sur tout ce qui avait un lien avec les sciences humaines et la philosophie me plaisait énormément et toi justement, bah, tu étais un peu mon double mais en SES, en éco et donc bah, justement après, on suit des chemins différents, on se retrouve toujours et puis il y a justement, ce que j'ai fait qui est le prolongement, je pense, de ma propre personnalité. Et je pense que quand qu'on fait le prolongement de sa personnalité, on triche pas. Il y a une authenticité. Après, les gens aiment, ils aiment pas, c'est leur problème. Mais au moins, il y a quelque chose d'authentique et de sincère. Et je pense que c'est apprécié par les gens qui cherchent ça aussi. Et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais sur YouTube? Parce que c'est vrai qu'après tout, c'est pas grâce à ça que je gagne ma vie, heureusement, parce que je gagne quasiment rien, hein, à l'heure actuelle. C'est parce que, bah, en fait, au début, je l'ai fait pour me tirer d'une mauvaise passe. Enfin, je l'ai déjà expliqué ailleurs dans d'autres FAQ. C'était vraiment pour moi-même, pour m'aider à aller de l'avant parce que j'étais dans une mauvaise phase au niveau professionnel. Et puis après, je l'ai fait et je regrette. Là, je dois faire mon mea culpa. J'ai commis une erreur. Je regrette d'avoir continué à faire ce que j'ai fait parce que j'étais devenu accro quelque part à une forme de reconnaissance. J'ai reçu tellement de commentaires élogieux et tellement, on va dire, de reconnaissance à droite à gauche. À part deux, trois crétins qui critiquent ma voix, j'ai jamais eu, on va dire, de, 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 de critiques vraiment C'est marquées. c'est Euh, bien dommage avec oui, ta voix de crooner, c'est bien dommage. oui, oui. Non, mais c'est complètement débile, mais enfin, je veux dire, je peux pas la changer, donc au pire, tu te casses et Je pense que garde c'est, ton appréciation pour toi, quoi. je pense que c'est aussi on en a discuté, hein, mais les 10% de critiques, je pense que c'est aussi le pendant de la qualité qui est reconnue par 90% des autres gens qui apprécient ce que tu fais. Mais Oui, c'est même moins de 10%, c'est résiduel, hein. J'ai quasiment pas de dislike en général, mais bon, c'est. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a, tout ça pour dire que, en fait, je m'en suis rendu compte que j'avais un problème, avec, bah, justement avec, les notifications sur YouTube, je regardais trop souvent les commentaires, je me sentais toujours obligé d'y répondre et en fait, là, récemment, je me suis rendu compte que je me pourrissais la vie avec ma chaîne. C'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que j'allais faire une pause. Quand je dis faire une pause, je dis, en fait, être beaucoup moins présent et revenir sporadiquement, hein, c'est surtout ça et maintenant, ma principale motivation, et je pense que c'était une de mes principales motivations au départ,
Alors évidemment, je suis toujours content si ce que je fais apprécier, si des gens me témoignent de la reconnaissance. Je vous dis pas de ne plus du tout me mettre de commentaires ou voilà, hein, bien sûr. De toute façon, ça aide au référencement, mais je le fais pour apprendre. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, moi-même. C'est-à-dire que, faire des enregistrements audio m'aide à mettre des mots sur ce que j'ai compris d'un texte et sur ce que j'ai compris d'un livre. Et donc en fait, les enregistrements que je fais, je me suis rendu compte que ça m'aidait à devenir meilleur moi-même dans mon domaine, à devenir plus précis et à synthétiser, tout ce que j'ai pu comprendre d'un grand texte, en fait et de le donner, en fait, en accès aux gens, bon, par générosité parce que je pourrais garder ça pour moi, mais justement, c'est ça me comment dire? Ça m'aide à mieux comprendre moi-même ce que je lis et ce que j'apprends. En fait, donner à apprendre m'aide à apprendre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, assez récemment et là, à l'heure actuelle, bah, c'est pour ça que je continue Philomane aussi, hein. C'est parce que la reconnaissance est variable, il y aura toujours des ingrats ou des gens qui viendront polluer, ce que j'essaye de faire. Mais c'est vraiment une manière aussi, comment on pourrait dire? Oui, c'est ça, de consolider mes compétences et mon savoir quelque part. Ouais. Donc toi, tu dis que, tu prêches, je crois que tu prêches un converti, hein. Je crois que tu prêches un converti parce que quand tu dis que le fait de transmettre, aide à apprendre, je pourrais pas, citer d'études ou de références là-dessus, mais je crois que c'est reconnu, hein, qu'expliquer, quelque chose et se mettre en position de transmettre à d'autres personnes aide soi-même à mieux apprendre. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un petit peu, hein, ce qu'on essaie de faire, quand on raconte, nous, quand on essaie de trouver, du sens et l'identité, des entreprises, des associations avec lesquelles on travaille, c'est qu'on essaie de comprendre qui ils sont, quelle est leur histoire pour pouvoir la raconter à d'autres, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se rapprocher d'autres personnes. C'est à travers les histoires, à travers les récits, hem, les mythes aussi. C'est-à-dire que le fait de raconter des histoires à travers, j j'entendais l'autre jour une étude qui disait que le fait de raconter des histoires depuis le début de l'humanité a en fait une très, très forte, un très fort objectif de transmission et de rendre le groupe plus solide. C'est-à-dire, tous les mythes, les récits et cetera qu'on peut raconter visent toujours à transmettre une vérité derrière, à mieux comprendre le monde dans lequel on évolue et justement à essayer de trouver un petit peu du sens à ce qu'on fait soi-même quand on le raconte, aux autres. Donc toi, tu dis que tu es sur YouTube pour raconter, voilà, raconter un petit peu ce que tu vois dans le quotidien, le transmettre à d'autres personnes, essayer de faire partager ta passion et la faire découvrir. Il y a un point sur lequel, enfin, il y a une question que j'aimerais te poser, parce que je regarde beaucoup de YouTube et je consomme énormément de vidéos, dont les tiennes, et d'autres, beaucoup plus, sur ma partie qui vont toucher au business et cetera. Heu, mais une question qui revient très souvent, sur les réseaux comme YouTube ou sur LinkedIn et cetera, c'est le fait de s'exposer. Hem, le fait de s'exposer peut, faire peur à beaucoup de monde. Faire peur dans le sens, tu sais, on va avoir peur de mettre en jeu sa crédibilité, de se tromper peut-être, sur ce qu'on raconte et le fait que les autres personnes, qui nous regardent, heu, peut-être puissent remettre en cause notre crédibilité. Toi, c'est pas quelque chose qui t'a inquiété, qui a pu te freiner, au moment de démarrer Philomane? À aucun moment parce qu'en fait, je savais qu'il existait déjà des chaînes de philo sur YouTube. Alors quand je me suis lancé, ça commence à faire un petit moment, c'est donc il y en avait déjà quelques-unes, mais bon, je les ai écoutées
Et de manière presque arrogante, je me suis dit: «Bon, bah, ce qu'ils font, je peux le faire aussi». Donc je me suis dit: allons-y, j'ai bac+5, je vais bientôt être, certifié et ou agrégé, donc pourquoi pas lancer, ma propre chaîne, YouTube?» Donc je me suis lancé et bon, bah, voilà, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Bon, à ceci près que j'ai pas eu, 500 000 abonnés ou 1 million, mais c'est pas mon but de toute façon. Mon style me convient, visiblement il convient à pas mal de gens parce que bon, on n'est pas loin des 10 000 abonnés, hein, c'est quand même pas non plus, complètement rien. C'est Donc beau. je me dis en fait, j'ai jamais eu de complexe d'infériorité, j'ai toujours, pris le la peine de revenir au texte pour justement pas dire, d'âneries et pour être bien sûr de ce que j'avance et je pense que j'ai jamais fait d'erreur dans mes dans mes enregistrements. Après, s je pense aussi que ça, c'est un truc qui m'a touché et auquel j'avais pas pensé et on revient à cette notion de sens par rapport au travail. Je sais pas ce que tu en penses, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais là, récemment, j'ai eu des commentaires, de soutien quand j'ai dit que j'allais, faire une pause et il y en a un qui m'a touché, c'est quelqu'un qui m'a dit que, enfin, j'ai eu 2 personnes au moins comme ça qui m'ont dit que mes vidéos leur avaient fait du bien, les avaient aidés justement, à, soit arrêter de fumer, soit on va dire, à se sentir mieux. Alors je sais plus si c'était celle que j'avais pu faire sur le bouddhisme ou sur, d'autres philosophies, mais apparemment mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je peux pas avoir, on ne mesure pas l'impact, en fait, qu'on a sur les gens quand on travaille et on a tendance à oublier un des aspects qui donne son sens au travail, c'est son utilité aussi, ne serait-ce que d'un point de vue social. Parce que je pourrais dire: «Ouais, ce que je fais, c'est pour moi, c'est pour mon ego, c'est ma propre individualité». Mais la preuve que non, puisque je réalise que j'ai été moi-même piégé par mon ego à un moment donné avec justement la reconnaissance et cetera et je suis en plein sevrage, hein, j'essaie de ne plus du tout, m'en préoccuper. Pour ça aussi que j'essaie de diversifier, mon contenu, hein, je fais un peu ce que je veux. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il y a aussi le sentiment d'utilité, d'un point de vue social du coup, toi, dans ton domaine, tu le percevrais comment? Ce sens lié à l'utilité sociale? Le fait de trouver, du sens, dans son travail par l'utilité sociale, c'est ça? Bah, Oui. je 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 pense que oh là, je pense que que c'est très, très, ça va être très compliqué, comment dire, ça va être c'est quelque chose, que je vois tous les jours dans le quotidien, que j'arrive à partager moi aussi. Le fait de trouver du sens à travers, son impact, c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi, que j'essaie de développer, de plus en plus, au travers de nos activités. Parce que quand je disais tout à l'heure heu, qu'on est dans un contexte en ce moment de perte de sens et que les gens n'arrivent plus, comment dire? On est dans des grosses machineries où, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, mais pas que, hein, je pense que ça touche, toutes les générations, commencent à se poser, enfin, se pose de plus en plus la question, ces dernières années. Ça a toujours été le cas, mais de plus en plus ces dernières années avec, des gros bouleversements sociaux, qu'il a pu y avoir comme le covid, comme la guerre, comme, les problèmes économiques, qu'on peut rencontrer un petit peu partout. Heu, les gens avant avaient un genre de cadre de référence qui faisait que même sans trouver de sens eux-mêmes dans leur activité, f rentrer dans un cadre qui leur permettait de dire: «Tu participes à quelque chose, tu participes quand même à quelque chose de plus important que toi». Donc dans ton quotidien, toi, tu ne vois pas le sens et l'impact que tu peux avoir parce que faisant partie d'une grande organisation,
tu es un tout petit rouage d'une très grande organisation qui, elle, va avoir un impact, mais toi, tu ne peux pas voir l'impact que tu as sur les autres dans le quotidien. C'est-à-dire, concrètement, ça va être de l'ultra spécialisation qui va donner un sentiment d'aliénation des fois. Par exemple, je prends des exemples totalement au hasard, hein, mais le community manager qui a une passion des autres, de leurs histoires et des réseaux sociaux, mais qui, à force de faire ça toute la journée, avec des objectifs et des bullet points à atteindre, ne va plus réussir à comprendre l'impact que lui peut avoir sur les autres et son rôle. Et donc, avant, on avait plus ce cadre, enfin, comment dire, à- avant, on avait, beaucoup de monde avait un petit peu cette perte de sens en faisant partie de grosses machines, mais arrivait à faire partie d'un cadre plus grand qui fonctionnait, qui marchait et, euh, et qui roulait au quotidien. Et là, on voit depuis quelques années ce cadre-là qui est en train de s'étioler un petit peu. L'inflation qui fait que les gens rencontrent des problèmes de pouvoir d'achat, donc ils peuvent même plus se raccrocher à l'utilité purement alimentaire de leur travail pour eux. La peur de la guerre, la peur, la peur des frontières qui se referment, le fait de ne pas comprendre le monde qui évolue autour d'eux. Donc, c'est-à-dire que leur cadre s'étiole un petit peu et que les gens se retrouvent totalement sans repère. Donc, ce que j'essaie de faire, moi, à travers mes actions, c'est de recréer un petit peu de ce cadre-là et un petit peu d'impact dans le quotidien en disant, on va mettre en relation différentes personnes dont les profils sont similaires, des entreprises qui vont être, dont on va participer à essayer de comprendre quelle est leur identité de groupe, et des associations qui luttent pour l'intérêt général à travers des activités philanthropiques, artistiques, scientifiques, de sport. Et on va essayer de les rapprocher pour leur permettre à tous les deux de trouver un petit peu plus de sens et d'impact dans leur activité. Les associations, par exemple, en leur donnant les moyens de travailler mieux et de façon plus efficace, d'avoir un plus gros impact, et les entreprises en leur permettant de trouver un impact nouveau, en disant, bah voilà, c'est vrai que dans notre activité, une des références qu'on a, un des sens qu'on trouve dans notre travail, c'est de participer aussi à l'intérêt général en en travaillant ensemble autour de mêmes valeurs qui nous composent. Donc, quel est comment dire, quelles sont les notions philosophiques qu'il y a autour du lien, de l'utilité sociale? Ça, c'est pas moi l'expert, mais Ah, j'essaie modestement alors, d'y participer, en tout cas dans le quotidien. alors il y a 2 choses très intéressantes dans ce que tu as dit et d'ailleurs, il y en a une troisième sur laquelle je vais revenir immédiatement. C'est toi qui m'avais, jadis, tu es presque tu es finalement le mentor de Philomane quelque part. C'est toi qui jadis m'avais justement fait part de la fameuse théorie d'Abraham Maslow sur, la pyramide, des besoins avec, justement les différents types de besoins que cherchent les individus, par ordre de priorité. Et justement, bah, les besoins sociaux et le besoin de reconnaissance font partie intégrante de cette structure pyramidale et ça arrive juste avant, en fait, l'épanouissement individuel qui devrait arriver de façon logique à la suite de ça. Donc ce que tu dis justement, me fait écho à cette théorie que tu connais et que je connais aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, si on voit ça du point de vue des sciences sociales, est très, on va dire, exact. Après maintenant, il y a 2 choses intéressantes dans ce que tu dis et c'est là qu'on voit que notre échange est fructueux et avance en ce sens-là, c'est que tu dis peut-être que l'absence de sens est effacée par le fait qu'on ne mesure pas l'impact justement que l'on a sur la société, et, sur notre propre utilité en tant qu'individu. C'est exactement ce que Adam Smith avait théorisé dans son enquête sur l'origine de la richesse des nations,
avec sa fameuse théorie de la main invisible, hein, au livre 2, où il explique qu'en fait, euh, enfin, c'est moi qui utilise la métaphore jusqu'au bout pour faire comprendre ça à mes élèves quand je fais cours dessus, mais disons que chaque doigt de la main correspond à un métier. Bah, en fait, il faut imaginer que moi je suis là, enfin non, moi je suis là, je suis au niveau du majeur. Toi, t'es le petit pouce ou le petit doigt, je sais pas, comme tu préfères. Et en fait, bon là, on va mettre un, je sais pas, un coiffeur, un charcutier tout autour. Et en fait, on participe de la même main simplement, vu que la main est invisible, on voit pas le lien qui nous unit les uns les autres. Et c'est ce qui expliquerait justement, et c'est très intéressant parce que j'avais jamais pensé à Adam Smith comme grille de lecture pour comprendre cette absence de sens dans le travail qui serait peut-être liée à l'absence de connexion visible entre les différents intérêts particuliers qui composent la société, puisque dans sa théorie, chacun est efficace en travaillant pour lui-même et participe à faire fructifier la richesse de la nation. Et ce que tu dis, en fait, c'est du Adam Smith, en tout cas, ça y fait penser. J'avais jamais pensé à faire le lien avec l'absence de sens. À mon avis, cette absence de sens est plutôt liée dans nos sociétés contemporaines, avant que quelqu'un s'énerve, je le dis, aux conditions de travail qui peuvent être dégradées. Je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, qui est fondamental. Et il y a aussi, et ce que tu dis par rapport à ton projet de mécénat, hein, c'est pile dans le sujet. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que toi, finalement, ton objectif, avec les rapprochements que tu effectues entre les gens et les entreprises, c'est de faire en sorte que ce qu'ils vont faire, la manière dont ils vont exploiter leurs compétences, va être en phase avec leur personnalité finalement. Et de même, que les entreprises puissent de cette manière-là recruter les bonnes personnes de manière à ce que le prolongement entre le sujet qui travaille et le résultat produit soit cohérent et un sens. Alors, une de mes, comment dire, une de mes, un de mes postulats, une de mes hypothèses de travail, c'est effectivement que, bah, vu tout le contexte qu'on a évoqué, c'est que le sens est n'est pas quelque chose de totalement, séparé, abstrait, un peu, tu vois, dans l'univers des idées. C'est pas quelque chose, qui serait, une notion, vague et compliquée à toucher, mais le sens a un impact, très, très fort sur le quotidien. Pour le coup, tu vois, si je t'ai amené vers Maslow, moi, cette partie-là de Smith, je la connaissais pas. Où il fait le lien justement sur les individus, etc., et sur l'impact économique. Mais je vais me pencher très fort sur les questions parce que ça rejoint exactement le postulat que je fais de base, c'est-à-dire que le fait de trouver du sens dans ces activités, euh, permet un impact, comment dire, très concret. C'est-à-dire que ça permet à la fois aux gens, ça permet de susciter l'engagement. Si moi j'arrive à comprendre le sens que toi tu trouves à ce que tu fais, moi je vais avoir envie de le partager et de t'aider à réussir dans ce que tu fais. Si moi-même je trouve du sens dans mes activités, dans ce que je fais dans mon quotidien, bah, je vais avoir envie de le faire, tout simplement. Je vais avoir envie de me lever le matin, je vais avoir envie d'aller au travail, d'aller donner un coup de main à l'association qui est à côté de chez moi, qui est dans mon quartier. Je vais avoir envie d'aider mon voisin ou je vais en moins comprendre ce que fait l'entreprise du coin de la rue. C'est-à-dire que si moi-même je trouve du sens dans mes activités, je vais avoir envie de les faire et je vais être plus engagé dans ce que je fais au quotidien. Et ça a des retombées économiques très très concrètes. C'est-à-dire que des gens qui sont un petit peu plus engagés et qui se lèvent avec le sourire et qui ont envie de faire leur travail, pour une entreprise, c'est très factuel, c'est-à-dire que la personne va être plus efficace, va mieux faire son travail, les équipes vont mieux fonctionner ensemble, et du coup, ça va lui permettre à la fois d'avoir une meilleure image de marque, de mieux se présenter aux autres, d'avoir un turnover qui est plus faible, c'est-à-dire que ses employés vont avoir envie de venir
travailler et vont pas changer de boîte tous les 3 jours parce qu'en fait, ils ne trouvent plus de sens dans leurs activités. Et ça va aussi lui permettre d'avoir une meilleure relation de confiance avec ses clients. Le fait de, de présenter le sens que l'entreprise trouve dans ses activités ou dans une association ou n'importe quelle autre organisation, le fait de savoir qui elle est, où elle va, ce qu'elle a envie de faire et de parler du sens qu'elle trouve, ça fait qu'elle va aussi inspirer plus facilement confiance. Donc je m'excuse, je ne sais plus quelle était ta question de base, mais effectivement, moi je trouve que le sens a un vrai impact fort dans le monde quotidien. Ouais. Oui, alors il y a une chose que tu as dite que j'ai trouvé intéressante parce que justement j'évoquais un autre problème philosophique lié à la notion de sens dans le travail, à partir des conditions de travail qui pourraient être dégradées et qui pourraient faire qu'on peut perdre de vue aussi le sens qu'il peut y avoir dans le travail. Et c'est intéressant parce que tu disais, en fait, au plus finalement la personne se sent bien dans son travail, au plus les entreprises prennent soin de leurs employés, au plus justement ils vont être efficaces. Alors c'est intéressant parce que Adam Smith lui parle d'égoïsme efficace, et là, ça serait presque plus une forme de bienveillance ou d'altruisme efficace, j'ai l'impression, qui permettrait justement d'arriver à un meilleur sens dans, finalement. Alors après, Adam Smith, on le fait souvent passer pour un diable, mais il faut nuancer parce qu'en réalité, il y a une forme d'égoïsme qu'il analyse dans les relations commerciales. Il dit quand je vais voir mon boucher ou quand je vais bénéficier d'un service ou de quelque chose, je le fais pour moi, mais en fait, tout en pensant à soi, on peut aussi penser aux autres. Et penser aux autres, même si c'est pour soi-même, c'est déjà pas mal, hein. Il considère que la bienveillance, c'est une vertu très rare de toute façon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est peut-être la limite de ce que tu dis, ou en tout cas, il faudrait voir au cas par cas, c'est une analyse intéressante que faisait la philosophe Simone Weil, à laquelle j'ai consacré 2 enregistrements, dont un récent dont je suis très fier. Elle avait analysé en fait les conditions de vie. Alors c'était vraiment à l'époque du Taylorisme, au début du XXe, donc c'est très spécifique. Mais elle avait analysé les conditions de travail des ouvriers dans les entreprises. Et elle avait remarqué un paradoxe intéressant, et en même temps ça fait peur, c'est qu'au plus les ouvriers perdaient de vue le sens du travail, c'est-à-dire au plus ce qu'ils faisaient était répétitif, abrutissant, et au plus la notion de sens disparaissait de leur conscience, au plus finalement ils étaient efficaces. C'est-à-dire que quelque part, il y a des conditions de travail qui sont parfois tellement usantes qu'on n'en est même plus à se demander si ce qu'on fait peut avoir un sens. Et dans ce cas-là, c'est presque même une condition de l'efficacité. C'est-à-dire que les ouvriers étaient mis sous pression avec un contremaître qui venait régulièrement les... Bon, alors évidemment, ça c'est un exemple, mais il y a des entreprises qui sont pas des usines où on fabrique des chaussures, où il doit y avoir, je pense, quand même une pression très forte de la hiérarchie, avec justement pas du tout de bienveillance, et où en fait, il y a cette logique-là qu'on retrouvait dans le Taylorisme, parce que Taylor, il avait imaginé qu'il fallait que chaque instant de travail du travailleur soit millimétré et optimisé au maximum, c'est-à-dire la pause café, si on a une, elle doit durer tant de secondes, et bam, ça repart, ou tant de minutes, et vraiment, il y avait cette idée de vouloir déposséder le travailleur du sens qui pourrait être dans son travail, euh, et de cette manière-là, augmenter une forme de rendement ou d'efficacité. Bon, voilà, du coup, je me demande ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que l'inverse ne fonctionne pas? Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faudrait faire, attention. Alors, j'ai les lèvres qui brûlent, j'ai les lèvres qui brûlent de répondre. J'étais en train de noter ce que tu disais parce que c'est vraiment très, comment dire, c'est des questions qui sont hyper intéressantes quand on pousse le sujet. Mais quand on, euh, alors, il y a 2 choses qui vont se rejoindre quand tu dis que le taylorisme, lui, sa notion de base d'efficacité, c'est justement que quand les employés, enfin, Simone Veil, que quand les employés perdent le sens de ce qu'ils font, ils deviennent plus efficaces. Alors,
Oui, mais c'est parce qu'à la base, de base, ce qu'ils font n'a pas de sens, justement. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'un et l'autre ne sont pas opposés, mais en fait, si elles constatent que les employés deviennent plus efficaces en arrêtant de réfléchir, c'est parce que c'est parce que leur réflexion les pousse à essayer de trouver du sens dans ce qu'ils font et qu'ils n'arrivent pas à en trouver dans leur activité quotidienne. Justement, ils perdent de vue l'impact qu'ils ont sur le monde. En gros, hein, pour schématiser, mais quand ils font la même tâche répétitive à la chaîne, etc., et heureusement, ce type de travail a tendance à disparaître aujourd'hui plus. On a tendance à faire des choses un peu plus complexes et un petit peu moins à la chaîne, mais ce qui fait que les ouvriers comment dire, deviennent plus efficaces, c'est parce qu'ils ont ce besoin de sens qui les pousse à essayer de trouver une logique, un impact dans ce qu'ils font tous les jours. Et qu'ils n'arrivent pas à voir l'impact qu'ils peuvent avoir, eux, à leur échelle, sur le reste du monde, sur leur environnement, la logique par rapport à leurs propres aspirations, à leurs désirs, à ce qu'ils ont envie de faire, à leurs valeurs et même à leur jugement moral, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors que, en gros, le sens ne vient pas s'opposer, je pense, à leur activité, c'est plutôt l'inverse, au contraire, c'est-à-dire que on essaie de leur supprimer la réflexion et leur recherche de sens parce qu'on ne veut pas qu'ils. Enfin, en gros, c'est mathématique, hein, on ne veut pas qu'ils trouvent de sens dans ce qu'ils font. Euh, le contexte étant ce qu'il était à l'époque, on ne s'est pas posé la question de savoir si on leur permettait de trouver du sens dans ce qu'ils font, de mesurer leur impact et de voir à quoi sert leur travail, quelle est leur utilité sociale, peut-être qu'ils auraient été 2 fois plus efficaces. C'est parce que la finalité, c'est la productivité, accrue, hein. C'est vraiment la plus-value, que justement Peut-être Marx qu'ils avait déjà, analysé, hein, dans le système capitaliste. C'est-à-dire qu'en peut-être fait, qu'ils auraient pour, été quand produire même toujours plus plus. efficaces. Oui, c'est ça exactement. Il faut produire plus et pour produire plus, il faut exploiter, hein. C'est parce que de toute façon, c'est d'ailleurs, il l'avait théorisé, ce que tu dis, par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à mesurer ou à voir le sens de ce qu'ils font. Marx, en fait, il avait analysé ça avec un concept qui était celui d'aliénation objective, c'est-à-dire que finalement, vu qu'ils sont dépossédés de leur production, ils ont même pas le temps de voir, comme le disait Hegel, hein, c'est comme ça que Marx critique Hegel, ils ont même pas le temps de voir ce qu'ils ont le temps, ce qu'ils font. J'ai produit ça, mais non, c'est c'est revendu sur le marché, il en est dépossédé, donc du coup, c'est forcément la notion de sens rattachée au travail que Hegel avait identifié au fait de s'extérioriser dans quelque chose, ça fonctionne plus, c'est ça. C'est ça. Et en fait, peut-être qu'il ne prenait juste pas en considération et il ne voulait. En fait, c'est plutôt ça la question. C'est que peut-être que beaucoup de, comment dire, de penseurs économiques à l'époque ne voulaient même pas inclure la notion de sens. C'est-à-dire qu'on dit les employés sont plus efficaces, ils produisent plus mathématiquement s'ils arrêtent de réfléchir, hein. Je schématise. J'utilise Mmh. peut-être pas les bons mots, mais je vais schématiser volontairement. Non, Mais, mais, mmh. mais aujourd'hui, maintenant qu'on le prend en considération, cette notion-là, on arrive à voir l'impact économique que ça peut avoir dans toutes les autres sphères. C'est-à-dire le fait que, par exemple, le turnover, les employés qui démissionnent à la chaîne parce que leur travail n'a pas de sens et qu'ils vont changer d'entreprise uniquement, on va dire, pour des raisons financières ou pour essayer de trouver un peu plus d'épanouissement ailleurs, ça, c'est quelque chose qui coûte de l'argent à l'entreprise, qui va coûter énormément d'argent à l'entreprise, à l'économie et à l'ensemble de la société en coût de recrutement, en coût de formation à répétition, etc. Où on commence maintenant à mesurer le fait que, par exemple, un employé qui se sent bien
épanoui, qui arrive à comprendre ce qu'il fait, et un groupe de gens qui comprend ce qu'ils font aussi et quel est leur impact, ça va avoir comme conséquence de générer moins d'arrêts maladie, moins de burn-out, moins de dépression, voilà, de maladies mentales ou de troubles psychosociaux. Donc, à l'époque, on ne prenait pas en considération, mais aujourd'hui, on arrive à rejoindre l'égoïsme de Smith et efficace. Ouais. l'altruisme dont je parle, en remettant ces deux notions ensemble et en disant, ben justement, le fait de penser à soi, d'être égoïste, euh, permet aussi de mieux faire attention aux gens, de mieux faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur l'exploitation, dans l'exploitation qu'on fait pour fabriquer des choses et pour les vendre. On va essayer de faire un petit peu plus attention à l'environnement, on va essayer de faire aussi un petit peu plus attention à nos employés, on va aussi faire un petit peu plus attention à nos clients. Et et cet altruisme rejoint l'égoïsme, en fait, du fait que tout le monde se sente un petit peu mieux et arrive à trouver un petit peu plus de sens collectif et d'être plus congruent dans le quotidien. Alors, bah là, c'est vraiment ton domaine de compétence parce que je sais pas quelles entreprises peuvent être considérées actuellement comme des modèles au niveau éthique et social dans la façon de traiter les employés. J'ai pas les connaissances en fait pour dire lesquelles sont les plus, on va dire celles qui se rapprochent le plus de ce que tu décris. Moi, bon, c'est sûr que si je pense tout de suite à de grandes entreprises, si je pense au CAC 40 ou si je pense à bah, Amazon, je vais me dire ouais bon. Voilà, mais effectivement, oui, sans doute que il y a peut-être une prise de conscience, je sais pas dans quelles, entreprises peu je Je te, pense, j'ai une théorie là-dessus. je te coupe un Ouais, vas-y. instant juste Oui. pour te répondre, mais c'est aussi devenu un facteur de compétitivité. C'est-à-dire que comme les entreprises, toutes les unes, euh, les unes avec les autres, et les boîtes du CAC 40 justement se font compétition pour attirer les meilleurs talents, ce qu'on appelle les meilleurs employés, les plus diplômés, les plus efficaces, les plus investis. Bah, ça, c'est devenu comment dire, tout un pan pour être compétitif aujourd'hui, d'être obligé de répondre à ces questions. En fait, c'est même plus une question, elles sont obligées de répondre à ces questions. Quel est le sens, quel est l'impact, quelles sont les conditions de travail qu'on va offrir à nos employés. Donc, heureusement, pas toutes, mais heureusement, certaines le font très très bien et de plus en plus. Alors j'ai une question là-dessus et encore une fois, c'est pour voir en fait, parce que je suis curieux, moi je suis toujours curieux d'échanger, de débattre et de discuter avec toi parce que, on était, comment dire? On a pris 2 chemins différents et en même temps, dès la terminale, on voyait très bien quel était notre domaine de spécialité et en même temps, on arrive toujours à faire des ponts entre nos 2 univers qui sont pourtant si éloignés, les idées, la finance, mais qui non, ça n'a rien à voir et justement, bah, je réfléchissais, en t'écoutant parler à j'ai envie de voir si Marx parce que Marx, bon, c'est un philosophe et un penseur qui est parfois critiqué, qui reste une base, quand même, assez solide pour toutes les personnes, dites de gauche qui, ont à cœur de réfléchir, de façon un minimum humaniste et pas, de manière, toujours, individualisante. Et je me demandais, en fait, il y a une analyse que fait Marx, c'est dans le Capital, et il me semble que c'est plutôt vers la fin d'ailleurs, hein, c'est parce que c'est un ouvrage qui est inachevé, et à moins que ça soit dans le livre 1. Bon, je sais plus exactement où c'est, mais je sais qu'à un moment donné, il constate que, en fait, là, je pense que pour actualiser sa réflexion, il faudrait faire la distinction entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, parce que, en fait, il constate que il y a dans un système capitaliste une idée qui est finalement, on va dire, fausse, c'est que c'est une illusion, c'est de penser que si je travaille plus, si je me rends utile pour mon entreprise, je vais en fait finir par gagner plus et je vais être de toute façon mieux traité par mon patron parce que je vais être indispensable, etc. Il dit ouais, mais en fait, au plus l'entreprise va gagner, on va dire en extension
du point de vue du capital, au plus elle va avoir de pouvoir et au plus justement les travailleurs vont être dans une situation comment on pourrait dire ça, de précarité parce qu'ils pourront plus facilement être éjectés. Et c'est-à-dire que l'entreprise aura plus facilement les moyens de licencier des travailleurs parce qu'il y aura d'autant plus de travailleurs derrière qui seront prêts à, en fait, à prendre la place. Et donc, même si, au cas par cas, c'est d'ailleurs un argument des libéraux, on peut négocier toujours par accord de branche des conditions de travail, etc., ou même au moment de l'embauche, Marx dit, certes, d'un point de vue juridique, c'est possible, mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un rapport de force tel que si tu fais ça, tu te fais dégommer, tu repars. Et ce qui est très intéressant, ce que tu as dit, alors là, je dis pas que je critiquerai Marx à partir de ce que tu as dit, bien sûr, mais c'est vrai que dans ce que tu as dit, il y a cette idée que finalement, cette génération, et d'ailleurs, j'avais lu des articles qui faisaient une analyse sociologique de la génération Z, alors après, ça vaut ce que ça vaut, hein. Peut-être que c'est réactionnaire, j'en sais rien, qui disait que finalement, la nouvelle génération avait plus vite tendance à se lasser des tâches qu'on leur donne dans les entreprises, à s'en aller, ce qui fait que les recruteurs se méfient avant d'engager des jeunes encore plus jeunes que nous, qui ont dans les 20 ans. Et justement, je me demande si il y avait peut-être moins, peut-être, de flexibilité possible à l'époque de Marx. C'est-à-dire que de toute façon, les ouvriers, ils étaient obligés, hein, ils n'avaient pas le choix, ils devaient en fait se laisser exploiter parce que de toute façon, bah, ils avaient que ça en fait. Quand t'es pas qualifié, t'as pas trop le choix. Et je pense même que tu renonces à toute ambition de sens dans ton travail et c'est terrible. Mais je me demande si ce que tu dis ne vaut pas pour les entreprises qui n'ont pas suffisamment, on va dire, les moyens de maltraiter leurs employés. Ce que je dis là, c'est sombre, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de bienveillance réellement naturelle et que ça dépend du pouvoir que l'on a lié en fait au capital, tu vois. Donc voilà, je te laisse réagir. Alors, je vais avoir, je vais avoir un petit peu de mal à répondre à ça, mais parce que justement, moi, comment dire, ma thèse et mon action quotidienne, c'est d'essayer de, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'identité de l'entreprise sur la base des gens qui la composent, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce quelles sont les valeurs de l'entreprise et d'essayer d'aligner le tout dans une congruence, enfin, comment dire, d'essayer de trouver une ligne directrice qui donne du sens à tout l'ensemble. En, en expliquant, voilà, enfin, du moins en essayant de dégager les grandes valeurs qui sont importantes pour tous les gens qui composent une organisation et d'essayer de dire, bah voilà, si tout le monde, si pour la majorité des employés, ça c'est important, ça c'est ce qui doit être important pour l'entreprise, en le conciliant avec ses obligations économiques, hein, parce qu'une entreprise c'est un objet qui vise à dégager du profit forcément pour faire vivre tous les gens qui la composent. Donc, en le conciliant avec ses obligations économiques, voilà ce qui est important pour les gens qui la composent. On fait matcher les deux pour essayer de raconter son histoire, d'avoir un meilleur impact et de trouver un peu plus de sens pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises qui profitent de ce rapport de force, comment dire, qui ne sont pas aussi vertueuses, je ne sais pas. Par contre, je peux peut-être répondre deux choses, c'est-à-dire que il va y avoir différents niveaux, il va y avoir différents niveaux d'engagement parmi les organisations. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont dire moi, tout ça, ça ne m'importe pas. Tout ce que je veux, c'est atteindre un objectif de compétitivité économique et je vais simplement me conformer au minimum de mes obligations légales
qui vont être les valeurs partagées par l'ensemble de la société qui s'imposent, qui se voient dans la loi et qui s'imposent aux entreprises. Par exemple, en ce moment, l'égalité homme-femme, le fait de ne pas faire de discrimination, de ne pas aller détruire totalement son environnement, etc. Ça va être un minimum de... Il y a certaines entreprises qui vont dire, moi, mon niveau 1, c'est je me conforme au réglementaire. Il y en a au-dessus qui vont réussir à comprendre l'impact de tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, de tout ce qu'on se dit, qui vont mener cette réflexion en interne et qui vont dire, bah, moi, j'ai des problématiques purement business, égoïste. Ma problématique, ça va être de réussir à trouver de la main-d'œuvre, à trouver des employés qualifiés, à aller à attirer des jeunes qui sont formés, et j'ai besoin de leur offrir un cadre qui a du sens. Mes clients ont besoin d'une relation de confiance parce qu'aujourd'hui, parmi toute la concurrence qu'il peut y avoir entre toutes les entreprises, et les associations et toutes les organisations qui se font concurrence, bah, certaines vont mener une réflexion en se disant, moi, mon intérêt à moi, pour réussir à être une entreprise performante, c'est d'avoir un lien de confiance avec mes clients. Donc pour ça, je dois montrer qu'on respecte des valeurs et qu'on a du sens. Ça va être le niveau au-dessus. Et alors, le niveau encore au-dessus, ça va être les organisations qui sont totalement engagées, qui ont une vraie mission. En ce moment, on parle des entreprises à mission, et qui vont dire, bah, moi, ma mission, j'existe parce que je veux soutenir telle valeur dans la société, je veux changer le monde de telle forme, préserver l'environnement, faire de la mixité sociale, permettre aux personnes en situation de handicap d'être incluses. Donc, toute la raison de mon existence, c'est ça. Et comme on vit dans un monde capitaliste, bah, j'ai besoin d'être performante, de faire du profit, si je veux avoir plus de portée dans mes actions. Donc forcément, toutes les entreprises mènent pas cette réflexion comme nous, on peut le faire. Mais il y a trois niveaux. Il y a le niveau réglementaire, le niveau j'ai mes intérêts et j'essaie d'y répondre avec ces problématiques, enfin avec comment dire, toute cette réflexion-là. Et le niveau j'existe justement par ces réflexions qui vont se battre. Est-ce que ça existait plus avant? Est-ce que, enfin, comment dire, est-ce que avant ça existait moins pour le coup et les entreprises étaient plus, comment dire, plus, moins impliquées sur ces questions? Je sais pas. Avant, il y avait tout un modèle paternaliste qui faisait que les entreprises étaient plus grosses pour beaucoup, toutes celles qui ont inventé notre société et notre modèle économique étaient plus grosses. Il y avait une vision paternaliste. L'entreprise régissait totalement la vie de ses employés et de ses ouvriers. Les employés et les ouvriers leur confiaient à leur entreprise toute leur vie, hein, parce qu'ils faisaient toute leur vie dedans. Ils y passaient la grande majorité de leur semaine. Ils confiaient toute leur vie à leur entreprise pour penser à leur évolution, à l'endroit où ils allaient vivre, pour prendre soin de leur famille, etc. Donc peut-être que les entreprises avaient un peu plus de rapport de force. Aujourd'hui, c'est vrai que on est dans un environnement où à part les boîtes du CAC 40, bah, il y a un peu plus, il y a plus d'entreprises qu'avant à plusieurs échelles. Il y en a beaucoup de petites, de moyennes, de très grosses entreprises à plein d'échelles différentes. Les micro-entrepreneurs et les freelances se sont aussi beaucoup développés. Donc, il y a beaucoup de tout petits acteurs individuels à toutes les échelles. Et je pense que du coup, c'est à la fois ça qui fait que les entreprises se sont aussi plus penchées sur ces notions parce qu'elles ont besoin aussi de résoudre leurs problèmes et d'être plus compétitives que les autres, vu que l'environnement est un peu plus éclaté. Et aussi parce que les employés trouvent du sens ailleurs que l'entreprise, avec tout ce qu'on a dit avant, vont trouver du sens ailleurs
en se disant, bah, moi, je fais attention là où je vais trouver mon sens. Si je ne le trouve pas dans ma boîte, bah, c'est pas grave, je vais avoir un engagement minimum au travail et je vais aller trouver du sens dans la vie associative, dans le sport, dans la culture, au travers de ma famille. En gros, si l'entreprise ne fait pas ce travail-là, les employés vont faire le travail d'aller le trouver ailleurs, ce sens-là. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, bah, ça ouvre la réflexion à à une idée qu'on n'avait pas encore abordée et là, j'avoue que j'ai pas forcément, un auteur ou un philosophe pour me venir en aide. Mais, bah, alors déjà par rapport à ce que tu dis, par rapport aux entreprises qui sont engagées, je sais c'est drôle, hein, c'est peut-être un hasard. C'est une entreprise que tu connais bien, je crois, qui s'appelle AXA et j'ai vu justement des affiches, je sais pas si publicitaire c'est le terme, mais oui, c'est clairement de la pub, qui mettait en avant le fait que AXA aidait les femmes, victimes de violences conjugales à être relogées plus facilement parce que le fait d'être femme ne devrait pas être, en fait, Un heu, risque. en gros une punition. Enfin, je sais plus quelle était la manière dont c'était, formulé et bon, c'est très noble, c'est très, très, très bien qu'ils fassent ça et je me demandais si, alors, est-ce que c'est du génie marketing ou est-ce que c'est sincère? Je pense que oui, parce que de toute façon, derrière, il doit y avoir des mesures concrètes, qui font que, à la parole est allié des actions, de terrain pour, faire en sorte que ça ait bien lieu et ce que tu disais par rapport au justement alors moi, ça me fait penser à des articles que j'ai vus passer, je sais plus si c'était sur France Culture ou ailleurs. En gros, qui disent qu'en gros le travail passion, c'est une arnaque. Je les ai pas lus, j'avoue que peut-être parce qu'il fallait accepter des cookies publicitaires, je sais plus, ou parce que en fait, j'avais peur de m'arracher les cheveux en lisant. Mais, en gros que, en fait, c'est même pas une bonne chose que, ton travail, ça soit ta passion parce que sinon tu pas une espèce de, je sais pas, de soupape, de sécurité qui te permet, si jamais ça va moins bien dans ton travail, peut-être de d'aérer ton esprit avec autre chose d'extérieur et en même temps, c'est tellement ta passion que si ça se passe mal, tu risques de faire un burn-out et moi, j'avoue que, bon, à titre personnel, en tant que prof de philosophie, passionné, qui a de très bons rapports avec ses élèves et avec lesquels ça se passe généralement, très, très bien, et en même temps qui a une chaîne YouTube, qui a ses fans et avec une communauté assez soudée, assez solide, globalement. Je sais que quand ça va un peu moins bien, j'ai peut-être tendance à, mal le vivre alors que ça devrait pas autant m'affecter et je pense que c'est peut-être aussi, par rapport à ça que je devrais me protéger et peut-être qu'effectivement, avoir un rapport un peu moins passionné à son travail et une autre activité en dehors. Moi, avant, c'était le théâtre, par exemple. Avant, je faisais du théâtre. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus le temps d'en faire. Bon, après, j'ai d'autres passions quand même, mais j'en ai de moins en moins en dehors de la philosophie. Donc, je sais pas, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a une règle à ce niveau-là? Est-ce que, il faudrait dissocier, le travail de la passion? Mais en même temps, si ton travail te passionne pas du tout, ça va être horrible. Et je sais que c'est le lot de plein de gens, hein, attention, hein, je sais que c'est un luxe, hein, de faire un travail, qui a du sens pour nous, qui nous plaît et cetera, qui est le prolongement de soi. Moi, je connais plein de gens, c'est pas leur cas. Bon, ils sont pas, dépressifs au dernier degré pour autant d'ailleurs. Mais, voilà, ouais, du coup, c'est un dernier point sur lequel on pourrait justement réfléchir. Je j'ai pas de réponse, je sais pas. Je sais pas, et qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, sur ce que tu disais sur Exa, mais sur d'autres, hein, d'ailleurs, et je pense que les deux, on revient à l'altruisme et l'égoïsme qui se rejoignent ensemble dans un objectif commun. C'est-à-dire que, effectivement, ça leur fait de la pub. Ça crée toutes les entreprises qui font cette démarche-là, qui mènent une démarche RSE, comme on dit, la responsabilité sociale et environnementale, ça leur fait de la pub, ça fait parler d'elles, et c'est positif et dans le bon sens.
Mais ça fait parler d'elles parce elles prennent aussi un engagement qu'elles ne seraient pas obligées de prendre. Faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que il n'y a pas, on peut dire qu'il y a une vision purement, comment dire, purement intéressée ou calculatrice derrière. Je pense sincèrement pas que ce soit le cas, parce qu'il y a des groupes, il y a beaucoup de groupes qui le font peut-être sans le penser. Si on prend un groupe comme celui-là que je connais, je sais que ça vient aussi d'une réelle volonté en interne, justement, des gens qui composent l'entreprise, qui ont cette valeur-là partagée en commun et qui ont envie de la pousser pour dire, bah voilà, le sens qu'on trouve, c'est de pousser cette valeur-là en disant, voilà, on va essayer de protéger les femmes. On va essayer de protéger les femmes. Ce qui fait parler de nous, mais ce qui coûte quand même réellement de l'argent dans des mesures concrètes, via des mesures de relogement, de défense, de prise en charge d'avocats, etc. Ça coûte de l'argent. Je ne sais pas à quel point ça peut en rapporter ou à quel point il peut y avoir, comment dire, un intérêt économique derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet aussi d'offrir du sens dans l'action quotidienne des gens qui travaillent dans cette structure, qui font partie des tout petits rouages d'une énorme machine euh, qui ne voient pas l'impact de leurs actions au quotidien, mais de se dire, voilà, mon travail permet ça, ça donne quand même un petit peu plus envie de se lever le matin. Donc je sais pas si toutes le font en bonne conscience. Je pense en tout cas que ça devient un petit peu obligatoire euh, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, parce que beaucoup se rendent compte que ça devient un facteur de compétitivité et que ça leur permet d'attirer des gens plus investis, plus engagés, plus compétents aussi. C'est ce qui va leur permettre de se démarquer. Donc forcément, elles sont obligées de le faire. Après, est-ce qu'elles le font de bonne foi ou on revient à l'échelle de valeur? Certaines le font juste pour se démarquer, d'autres parce qu'elles sont obligées de le faire pour la législation, certaines pour faire parler d'elles et certaines parce qu'elles sont vraiment engagées et simplement parce que les gens en interne, leurs employés, leur disent, bah moi j'ai envie de retrouver du sens dans mon travail, aide-moi à le faire. Je veux que mon entreprise participe à défendre cette thématique-là. Sur le travail passion, sincèrement, comment dire, j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à dire à ce niveau-là parce que toi et moi, et à peu près, et sincèrement, et à peu près, on va pas se cacher, toutes les personnes qu'on doit côtoyer, je pense, vu qu'on a plutôt tendance à côtoyer des gens qui nous ressemblent, je pense, on choisit la même voie d'allier la passion et le travail, ce qui nous aide à trouver notre sens à nous au quotidien et à nous lever aussi, je pense, hein, le matin avec le sourire en se disant on trouve du sens à ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, tout simplement. Mmh. Après, j'ai aussi entendu, enfin voilà, moi aussi, hein, je le vois passer tout ce débat-là, de dire, bah, si ton travail, c'est ta passion, ça te pousse, et que c'est trop lié à l'extrême, ça te pousse à un engagement démesuré qui ne te permet plus de fixer des limites et de te protéger aussi. Chose que beaucoup d'employés, d'ouvriers, de cadres, même de dirigeants en ce moment par rapport à leur propre société mènent comme réflexion de dire bah, où c'est que je mets le curseur de l'engagement parce que il y a des gens qui sont heureusement qui ont la chance d'être passionnés par ce qu'ils font, mais ça les pousse tellement loin dans l'engagement parce qu'ils trouvent un vrai sens à ce qu'ils font et que ça devient même plus du travail. Justement, les frontières se sont floutées et en fait, ils ont même plus l'impression de travailler tellement c'est de l'engagement. Tellement ils trouvent d'intérêt à ce qu'ils font qu'à la fin, il y a plus de frontières et ça les met aussi
en période. Et ça, je sais pas. Et d'autres personnes, à l'inverse, ça me rappelle un de mes professeurs de français qui m'avait dit un jour, euh, qui m'avait raconté l'histoire de son fils qui était passionné par le théâtre et qui était tellement passionné par le théâtre qu'il avait tout fait pour travailler dans le théâtre. Et mission accomplie, il était devenu technicien pour les décors. Et en fait, il travaillait dans le théâtre, sauf qu'en travaillant à l'intérieur, l'effet pas prévu, c'est qu'il travaillait toujours à l'heure où les pièces se jouaient et qu'il avait plus du tout le temps de venir assister en tant que spectateur aux pièces. Chose un peu bête. Mais du coup, il avait tellement poussé sa passion à en faire son travail et il y avait tellement plus de frontières qu'il ne pouvait même plus profiter de sa passion. Et du C'est coup, il s'était réorienté pour dire, je vais faire tout à fait autre chose, qui n'a absolument rien à voir, mais qui me permettra de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir venir tout, 3 fois par semaine au théâtre et profiter des pièces euh, et garder ma passion intacte. Ça, c'est vrai que c'est un débat auquel euh, on pourrait en parler des heures. Ah. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a un autre type de profil auquel j'ai pensé en t'écoutant parler. Moi, j'en fais pas partie, mais je dois probablement en connaître. C'est des gens qui, en fait, considèrent que le but même du travail, c'est l'argent. Et en fait, ils vont choisir enfin, des boulots ultra bien rémunérés. Ils vont faire les études qu'il faut pour, etc. Et, euh, et en fait, ils ont d'emblée renoncé à une réflexion sur le sens lié au travail. Ils disent juste, moi, ce que je veux, c'est gagner beaucoup d'argent. Et à la limite, oui, le reste, bah, avec cet argent-là, je m'épanouirai. Ce qui, pour moi, est vraiment un mauvais calcul de toute façon, parce que souvent, pas toujours, hein, attention, hein, et je dis pas qu'on peut pas avoir un job très bien rémunéré et que ça nous passionne pas, hein. Je pense que c'est même génial si c'est très bien rémunéré et qu'en plus on a la passion. Mais souvent, c'est des jobs qui sont ultra chronophages et ils ont pas le temps d'utiliser l'argent qu'ils gagnent en fait. Et moi, c'est vrai que, alors, on m'a jamais reproché d'être prof, on m'a jamais dit ouais, mais pourquoi tu fais ça? Les profs, ils sont mal payés, gna gna gna, etc. Euh, pour moi, c'est pas le salaire d'ailleurs le plus gros problème à l'heure actuelle dans l'enseignement, mais j'en parlerai peut-être un jour ailleurs. Mais disons que c'est c'est cette notion de sens-là, elle peut tout à fait ne pas être considérée dès lors qu'on réduit aussi le but du travail strictement à l'argent. C'est-à-dire qu'on a déjà un sens lié au travail qui est accumuler du gain. Une fois qu'on a accumulé un maximum de gains, c'est bon, on a le résultat, il est là et il n'y a pas à réfléchir. Bon, Bah, moi, il c'est y a- pas du tout ma vision des choses, hein, mais je, je- ouais. je pense que, alors, c'est pas ma vision non plus, hein, tu le sais, mais je pense que ces personnes doivent tenir la réflexion de dire, euh, comme je vais gagner de l'argent pour faire des choses qui ont du sens pour moi, pour pouvoir protéger ma famille, pour pouvoir partir en vacances où je veux, quand je veux, aller dans les restos que je veux, pouvoir répondre. En fait, ils font le sens inverse de dire je vais aller gagner de l'argent pour répondre à tous les besoins en dessous de la pyramide, qui vont être, enfin, eux, ils le remettent au-dessus pour ensuite redescendre en dessous pour Les dire besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Ouais, je c'est rappelle ça. juste. Comme ça, je vais accomplir mon besoin de sécurité, je vais pouvoir être reconnu socialement parce que l'argent est une preuve de réussite pour eux. Donc, je vais pouvoir montrer des preuves de réussite matérielle et ils vont remonter comme ça, tout grâce à l'argent. Donc, en fait, c'est pas qu'ils ne travaillent que pour l'argent. À mon sens, c'est que le sens qu'ils trouvent à l'argent et de pouvoir répondre à tous les autres besoins qui sont importants pour eux. Après, une des limites que je vois à ça, parce que moi, ça n'est pas
je pense que chacun fait comme il veut et je voudrais pas tenir de jugement de valeur par rapport à ça parce que c'est leur façon de voir les choses et j'en ai une différente. Mais une des limites que je peux voir à ça, juste en termes d'efficacité de travail, c'est-à-dire que si je me mets à la place, par exemple, si je me mets en position, par exemple, de recruteur que je ne suis pas, ou d'entreprise, ou d'association, etc. Euh, mais la difficulté que je pourrais voir, c'est en termes de crédibilité professionnelle, parce que je pense qu'on peut être un très grand expert dans ce qu'on fait en ne le faisant que pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est un gros vecteur de motivation pour beaucoup de monde actuellement, hein, vu qu'il y a une perte de sens. Beaucoup de gens associent le travail uniquement à l'argent et ça ne les empêche pas d'être compétents loin de là. Mais par contre, en termes simplement d'image et de crédibilité, un des une des choses qui fait que qu'on inspire confiance et que les gens ont envie de nous écouter, de travailler avec nous, par exemple, c'est aussi le fait que les gens sachent qu'on va être bienveillant, en tout cas qu'on va essayer de les comprendre et de se mettre dans leur position, qu'on va faire preuve d'un petit peu d'empathie. C'est-à-dire que j'ai entendu un exemple il n'y a pas longtemps qui me revient en tête. Euh, un médecin peut être extrêmement compétent et ne travailler que pour l'argent, mais en revanche, ses patients, euh, les patients qui vont le voir, ne vont jamais lui faire confiance pour une opération s'ils savent que la seule et unique chose qui intéresse le médecin, c'est de se faire de l'argent, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que on a envie aussi que son médecin s'intéresse un tout petit peu à notre cas, essaie de résoudre nos problèmes, essaie de se mettre à notre place, de comprendre ce qui est important pour nous. Voilà, et prennent soin de nous. Le médecin qui ne ferait ça uniquement que pour s'acheter sa prochaine Rolls-Royce peut être très compétent, mais va peut-être un peu moins inspirer confiance et avoir un peu moins de crédibilité dans sa parole quand il dit, quand il s'adresse aux gens, parce que les gens vont toujours avoir un petit filtre de méfiance de dire d'où est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il drive, est-ce que vraiment mon intérêt est le sien, quoi. Voilà. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'on admettrait presque finalement que l'argent, c'est une puissante source de motivation, pour énormément de gens en tout cas, et il faut quand même que la masquer, parce que même si le résultat sera là, le fait d'être conscient que ça soit ça la motivation, ça gâche tout. Et c'est Et et je, je je et pense, c'est intéressant parce que ouais, je pense que ça peut pas être la seule. oui, Ça oui, ça peut pas être la seule. Ça peut être la principale, mmh, mais pas la seule, ou disons que pour certaines personnes, c'est la seule motivation, mais c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué de créer des liens avec d'autres personnes quand c'est la seule motivation, je pense. peut-être, c'est une théorie, j'en sais rien, c'est une hypothèse, mais peut-être que chez certaines personnes, il y a cette idée que si c'est l'argent la motivation principale, il y a pas, on va dire, justement, une dimension un peu plus noble, et ça pourrait porter plus cette personne-là à arnaquer ou à être moins vertueuse par la suite dans ses actes, ou peut-être que, ou alors on pourrait dire, bah, le fait que cette personne-là dise qu'elle fait ça pour l'argent, au contraire, c'est une marque d'honnêteté quelque part. Ça, je sais pas, c'est Bah, regarde, regarde, si je prends un exemple plus terre à terre, euh, mmh. pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que nous on fait on se retrouve à, à échanger ensemble sur toutes ces thématiques-là? Parce qu'on partage des valeurs communes, parce qu'on se sent bien ensemble, parce qu'on a des centres d'intérêt qui se rejoignent. Tout ça fait que ça nous amène à créer des liens, à être amis,
à vouloir échanger ensemble et ça nous amène à créer et à construire quelque chose ensemble en se disant on a chacun un point de vue différent, on a chacun une façon de voir le monde différente, mais on va essayer de créer des ponts pour arriver à voilà, avoir un lien ensemble et à faire quelque chose d'intéressant. Je pense que si notre seule et unique motivation était ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre, par exemple, l'argent en valeur principale. Mais si c'était la seule motivation, bah déjà, je pense que tu t'embêterais pas à créer avec autant de soins et autant d'applications régulièrement des vidéos YouTube pour parler de pensée philosophique et transmettre quelque chose aux gens qui t'écoutent. Moi, j'essaie pas de faire des choses qui paraissent des fois un petit peu abstraites et conceptuelles pour recréer un petit peu plus de sens et d'épanouissement dans le quotidien des gens. Et enfin voilà, je pense qu'on est aussi porté par d'autres choses que le fait de partager des choses ensemble nous amène toujours à faire des choses plus intéressantes, dans tous les cas. Je suis absolument d'accord avec toi. Bon, ben je pense qu'on va pouvoir conclure, à part si tu as une nouvelle idée, un nouvel axe de réflexion Bah écoute, qui te vient. je pense, je pense qu'on parle depuis pas mal de temps maintenant, donc on va peut-être effectivement pouvoir laisser les gens, je sais pas à quelle heure sortira ta vidéo, mais on va peut-être pouvoir laisser les gens se reposer ou aller manger ou voilà. Mais Oui. est-ce que tu peux peut-être, comme tu le sais, je pense que les gens qui s'intéressent à ce que je fais sont peut-être un peu moins habitués, peut-être tout autant intéressés, mais moins habitués à parler philosophie que les gens qui t'écoutent. Est-ce que tu aurais peut-être quelques auteurs à leur conseiller ou un conseil pour découvrir un peu plus en profondeur la philosophie si c'est un échange qui les a intéressés? Ouais. Alors, il y a un livre que j'ai pas lu parce que j'en ai pas besoin, mais qui s'appelle La philosophie pour les nuls, qui a l'air, bon, très, très bien fichu, honnêtement, du peu que je l'ai, parcouru. Ça, c'est vraiment pour les novices qui n'y connaissent rien et qui veulent s'y mettre, vraiment en douceur. Sinon, bon, bah, il y a des ouvrages, qui permettent, d'appréhender la pensée des grands auteurs de façon plus simple, les «Apprendre à philosopher avec», un tel et cetera. Je recommande la plupart de mes enregistrements qui, sont assez faciles d'accès, je trouve, même si, il faut parfois prendre le temps de se concentrer pour, accrocher avec certains. Mais, je pense qu'il y a à boire, à manger, qu'il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Je recommande, sinon, bah, pour les domaines qui nous concernent, alors j'aurais du mal à conseiller un ouvrage de Kant en particulier, hein, même si, il parle un petit peu du travail dans, d'une idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ou dans son traité de pédagogie. Là, il parle plus du travail par rapport au sens que ça a dans l'éducation. Sinon, bah, les 2 papas, on va dire, les 2 boss, hein, dès qu'il faut, avoir une réflexion sur le travail, c'est vraiment Adam Smith et Marx, hein, c'est là, je prends vraiment les plus connus, mais l'enquête sur l'origine de la richesse des nations d'Adam Smith et notamment les 2 premiers livres et un peu le quatrième. Et puis, bah, le Capital de Marx, tout le livre 1 et les manuscrits de dix et aussi, bon, le deuxième, il y a quelques points qui sont intéressants dedans et les manuscrits de 1844 de Marx où il y avait déjà, une bonne partie de son analyse et la condition ouvrière de Simone Veil par rapport à ce qu'on disait, justement sur la notion de sens dans le travail. Alors attention, c'est pas des lectures faciles, c'est très rébarbatif, c'est assez technique, donc c'est bien justement de commencer par la philosophie pour les nuls si on démarre à zéro ou avec, des vidéos pour simplifier l'accès à ces enregistrements. C'est pour ça que ma chaîne existe aussi et pas que la mienne d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'espère ne pas travailler pour rien et que mon travail a un sens par conséquent. Alors, Voilà. je pense que ce que tu fais a beaucoup de sens. C'est pas, c'est peut-être pas les lectures les plus faciles, mais
pour ceux qui nous auront écoutés jusque-là, déjà, je pense qu'on peut les remercier, hein. Je Mmh. pense vraiment qu'on peut vous dire merci. Ce qui me paraît très très bien avec les auteurs que tu cites, c'est que ça peut plaire autant aux gens qui ont un parcours de construction un peu plus économique comme moi, que les gens qui aiment la philosophie comme toi. Donc, on arrive, je pense qu'on a réussi la mission de faire un pont, un pont Exactement. voilà. Et la philosophie étant transversale, elle touche à tout, hein, donc y a quelqu'un de toute façon, quelqu'un qui a de la culture philosophique, il pourra toujours apporter quelque chose, dans un débat, que ce soit en économie, en sciences sociales, en épistémologie, même en sciences, hein. Il y a toujours des c'est pas forcément alors bon, en sciences, il vaut mieux avoir quand même, outre la culture philosophique, de bonnes bases scientifiques. Sinon, on passe vite pour un charlot. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même, la philosophie est transversale, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait réussi, ce pari. Voilà. Bon, eh ben, je pense qu'il y aura, très probablement un nouvel épisode, dont un avec une personne que certains connaissent déjà. J'en dirai pas plus. Voilà, donc merci à tous pour nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et je vous remercie, hein, pour, votre attention et pour votre bienveillance. Merci. Allez, à une prochaine fois.